Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Jean-Julien Aucouturier. Euh, alors, la Maison des sciences de l'homme où on est ici, elle a vocation à promouvoir des recherches interdisciplinaires. Et je crois que ce soir, on a quelqu'un qui fait vraiment des recherches qu'on pourrait qualifier d'interdisciplinaires, puisque Jean-Julien est vraiment à l'interface de plein de disciplines. De la physique, pour une part. Il est chercheur en ce moment directeur de recherche au laboratoire Femto ST, mais aussi de la psychologie. Je crois qu'auparavant, il était chercheur à l'IRCAM, Ouais. qui est donc un organisme de recherche à Paris qui étudie les interactions, les liens entre musique et son et physique. Donc voilà, interface et plein d'autres disciplines sans doute. Et je te laisse te présenter. Et encore merci beaucoup, Jean-Julien, d'être venu ce soir. C'est une super intro, merci beaucoup. À nouveau, je teste le son, ça va? Ouais, nickel. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation à la MSHE, à André. Voilà, je m'appelle Jean-Julien Couturier, je suis chercheur CNRS, je travaille à l'Institut FemtoST, qui est notre gros labo de sciences et technologies pour l'ingénieur à Besançon, qui est à la Boulois. En fait, il est sur 3 sites même. Il y a des labos à Besançon, à Belfort et à Montbéliard, à FemtoST. Un labo voilà, de la grande région Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Et plus précisément, moi je travaille dans un département qui fait de l'automatique et de la robotique et qui est situé dans les locaux de l'école d'ingénieurs NSEM, qui s'appelle maintenant Sup Microtech d'ailleurs. Il ne faut plus dire NSEM. Donc voilà. Et je suis un peu bizarre, à vrai dire, par rapport à ce paysage un peu scientifique, parce que, comme tu le disais un peu, André, je suis toujours un peu à faire des choses un peu décalées là, à chaque endroit où je suis. Et en fait, à Femto, avec mon équipe, quelques personnes dans la salle d'ailleurs, on fait des neurosciences. En fait, on s'intéresse beaucoup au cerveau et à comprendre mieux, en particulier, comment le cerveau, par exemple, traite de la voix. Comment le cerveau fonctionne en situation sociale. Quand vous entendez la voix de quelqu'un, quand vous voyez le visage de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous faites ça? Comment votre cerveau traite tous ces signaux qui vous arrivent? Et alors, il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Je suis clairement pas le seul à faire des neurosciences à Besançon. Il y a un labo de psychologie à Besançon, il y a un labo de neurosciences aussi. Donc nous, à Femto, on est un peu bizarre par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'en étant dans un labo de sciences pour l'ingénieur, on a tendance à se poser un peu des questions interdisciplinaires entre les sciences de l'ingénieur et les neurosciences. Et c'est exactement ce que je vous propose ce soir, en fait. Alors souvent moi j'aime bien changer le titre déjà, donc le titre que j'ai donné il y a 6 mois, il ne me plaît plus du tout. Je trouve un bien meilleur titre qui est aller des boîtes noires à la matière grise. Parce qu'en fait c'est un peu un trajet que je vais vous faire ce soir entre des techniques d'ingénierie, qui sont des techniques qu'on appelle boîtes noires, et puis voir à quel point on peut appliquer ces techniques pour comprendre le cerveau humain. Et un autre truc que j'aime bien faire, c'est faire le résumé du talk au début, comme ça vous savez, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir, vous ne perdez pas votre soirée. En gros, en sciences de l'ingénieur, on a un réflexe de penser qui est de considérer un peu n'importe quel phénomène physique, de le modéliser comme ce qu'on appelle une boîte noire, c'est une boîte avec une entrée et une sortie. Et on peut calculer ce qu'on appelle une fonction de transfert, c'est-à-dire une sorte de formule mathématique qui serait capable de transformer ce qui rentre en entrée en ce qui rentre en sortie. Alors, ce n'est pas qu'une métaphore de pensée, je vais vous montrer quelques trucs ce soir. En fait, ça vient avec un certain nombre de techniques mathématiques ou informatiques qui sont très utiles en fait. Cette métaphore de pensée boîte noire avec entrée et sortie, en ingénierie, elle est vraiment très utile. Ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est essayer de comprendre ce qui se passe quand on essaye d'appliquer cette métaphore au cerveau humain. Alors, d'une certaine façon, quand on fait ça, c'est clair que ça paraît extrêmement simpliste. Voilà, autant... on imagine une voiture, par exemple, on pourrait penser qu'une voiture, c'est une boîte qui convertit en entrée vos mouvements sur le volant de la voiture, et en sortie, c'est la trajectoire de la voiture sur la route. Ça, voilà, pourquoi pas? On peut imaginer ça comme un système, encore une fois, entrée, volant, sortie, trajectoire. Très bien. Après, me penser, moi, être humain, comme une boîte qui convertit la musique de Mozart en émotion, par exemple. Alors, je ne sais pas du tout Mozart, hein, je crois que c'est la mort de Violetta à la fin de la Traviata de Verdi, mais ça revient à peu près au même. Je vois ça, me penser, moi, boîte noire avec Mozart qui rentre et mes pleurs en sortie, ça paraît un peu réducteur, je pense qu'on est tous d'accord. Et en fait, c'est le cas, pour être honnête. Mais vous allez voir que c'est assez intéressant de se poser cette question-là. Un autre exemple un peu absurde de ça, nous penser, nous, êtres humains, comme une boîte qui convertit le sourire sur la tête du bébé en sourire sur la tête de la maman. On est tous d'accord que
on a l'impression qu'on est un peu réducteur vis-à-vis de la richesse de notre expérience humaine subjective. Pourtant, alors bon, coup de théâtre, ce modèle est complètement idiot, hein, effectivement, c'est très simpliste et c'est pas comme ça que ça marche, mais ça marche pas d'une façon intéressante. Ça, c'est les trucs que j'aime le plus, en fait, les trucs qui paraissent idiots, mais quand on les applique, on a l'impression, enfin, on apprend des trucs, en fait. Pour 3 raisons, en fait. C'est un peu les 3, encore une fois. Je vous fais le résumé, là, après, franchement, si vous avez autre chose à faire. Mais le premier truc, c'est qu'en fait, malgré le fait que ce soit vraiment simpliste, quand on l'applique, quand on fait l'exercice de faire cette modélisation et de voir comment ça marche, on apprend plein de trucs nouveaux, en fait. On découvre des choses sur, par exemple, comment est-ce qu'on traite de la voix d'une autre personne, comment il faut parler à quelqu'un pour que la personne nous pense digne de confiance ou dominant. On comprend plein de trucs qu'on ne savait pas, en fait. C'est faux, mais c'est utile. Deuxièmement, donc, ça marche quand même un petit peu. Et quand ça ne marche pas, la façon dont ça ne marche pas est également très intéressante. C'est-à-dire de voir, en fait, la vraie question, ce n'est pas de penser l'humain comme une boîte noire, c'est de penser comment l'humain est différent d'une boîte noire. Et là encore, ça, c'est très subtil. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche assez bien, on voit bien que ça ne marche pas tout le temps, et les cas dans lesquels ça ne marche pas, en étudiant ces cas-là, on comprend aussi plein de choses sur le cerveau, sur notre psychologie. Et troisièmement, et ça, c'est un peu, je m'en suis rendu compte en préparant cette présentation, en fait, c'est assez surprenant, mais comprendre en quoi l'humain est différent d'une boîte noire entrée-sortie comme ça, d'un modèle d'ingénierie un peu bête, c'est pas qu'un projet scientifique, c'est aussi en fait dans le paysage actuel où on est, avec de plus en plus d'algorithmes d'intelligence artificielle qui nous sont proposés pour gérer notre société, en fait c'est aussi un projet politique. C'est assez surprenant quand je l'ai vu là, mais comprendre comment l'humain se différencie de ça, bah, on comprend des choses sur la façon dont les algorithmes d'IA peuvent ne pas rendre justice à cette différence-là. Donc voilà un peu le parcours que je vous propose. On a quoi, 1 heure, 50 minutes ensemble. Si ça vous va, je me lance là-dedans. Ça va? Ouais, on fait? Allez. Donc, je parle des sciences de l'ingénieur. Hein. C'est aussi mon domaine de formation et tout ça. Donc, comme je vous le disais, en ingénierie, on a un peu un réflexe de pensée qui est en fait assez fertile d'un point de vue de, voilà, de technologie, de science, de penser n'importe quel phénomène physique comme une boîte avec un signal qui rentre en entrée, un signal qui sort en sortie. Alors, il y a plein d'exemples qu'on peut imaginer. Je vais vous en donner un complètement idiot, qui en plus ressemble directement à une boîte. Mais bon, voilà, on peut imaginer ça. Une résistance, si vous vous souvenez de vos cours peut-être de physique, de collège ou quelque chose comme ça. C'est un machin qui s'oppose au passage du courant. Donc le courant est un peu bloqué. Si on veut que le courant passe, il faut mettre à ses bornes une tension, une différence de potentiel, qui est en fait proportionnelle à la résistance, en fait, proportionnelle au courant qu'on veut faire passer. C'est la loi d'Ohm, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, U égale RI, voilà. Donc, bon, ça, on sait, voilà, je ne suis pas beaucoup plus expert en électronique que ça, mais on comprend. On pourrait penser ce système, ce composant-là, comme un système avec une entrée et une sortie. On pourrait imaginer, par exemple, c'est une boîte, on met une tension en entrée, on met une tension au bord du truc, ça fait passer un courant, on met une tension en entrée, ça fait sortir un courant de la boîte. Alors, cette métaphore-là, elle sert un peu à rien, parce qu'en fait, la formule magique mathématique dans la boîte, on la connaît déjà. C'est si on met une tension en entrée, le courant qui sort, c'est I égale U divisé par R. Bon, voilà, là, on n'a rien appris. Je prends un autre exemple un peu idiot comme ça, c'est un exemple classique en physique. On prend un pendule, c'est un truc au bout d'un fil, un truc au bout d'un machin. On lâche le truc, ça oscille. On peut très bien imaginer ce système physique comme un système avec une entrée et une sortie. C'est-à-dire, je peux dire, par exemple, en entrée, je mets l'angle à l'origine. Je le déplace, je prends le truc en bas, je le mets là. Je lâche, et finalement, la trajectoire de mon système, c'est la sortie du système. On pourrait imaginer ça. C'est une façon de poser ce problème-là. Bon, là encore, en fait, la physique un peu classique, c'est un exercice de physique de lycée, je pense. En fait, on arrive très bien à modéliser la trajectoire exacte de ce pendule en fonction de l'angle d'entrée. Je vous ai mis la formule là, mais en gros, la formule magique mathématique à l'intérieur du système, là on connaît, si vous mettez θ0 en entrée, la sortie du truc, c'est θ0 fois un cosinus de blablabla, bla, ça se calcule, il n'y a pas vraiment de mystère. Donc pour ces deux systèmes-là, ça n'a pas un grand intérêt de se dire, tiens, je vais repenser ça comme un système avec une entrée et une sortie, parce que finalement, on a déjà les équations, on sait déjà comment ça marche. Par contre, il y a en fait un très très grand nombre de systèmes quand on sort des cours de physique du collège et du lycée, où en fait autour de nous, il n'y a que des systèmes qui sont en fait très compliqués à comprendre, pour lesquels on n'a pas forcément des équations. Un exemple qui est très très classique en ingénierie, c'est à la place du pendule là, imaginez, j'en sais rien, j'aurais dû prendre, je ne sais pas si on a un local ménage, un balai là. Bon, je fais mon pendule avec un balai comme ça. Ça marche, c'est très facile. Si je fais l'inverse, que je mets mon balai en évidence, en équilibre dans ma main.
Vous voyez, on va tous essayer de jouer à ça. Et bien, ce système-là, en physique, il est super compliqué. Parce qu'on a à peu près le même fonctionnement que le pendule de d'habitude. C'est-à-dire si je mets le balai tout droit là, je le tiens sans bouger ma main, je le laisse là, bon ça je comprends. Si je le pousse un petit peu, il va tomber. Enfin, c'est à peu près la même mécanique que mon truc là. Par contre, si je commence à bouger ma main, ben là on voit bien le truc, enfin vous imaginez assez bien le truc, on se retrouve à faire ça. Et on voit très bien que les trajectoires de ce balai-là, en fait, c'est assez compliqué à prédire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est marrant de faire ça, en fait. C'est-à-dire que si c'était très très simple de prédire ça, on ferait ça 2 minutes. Donc là, on voit bien, on recule, etc. On s'arrête, on croit que ça retombe. La dynamique physique de ce système-là est très très compliquée. Alors, on peut la mettre en équation. Il y a des gens qui font ça. Un jour où il pleut, vous pourrez essayer de mettre ça en équation. On se retrouve avec en fait ce qu'on appelle un système d'équation. En fait, on pourrait dire, bah voilà, je pense ça comme un système. En entrée, c'est la force de ma main. Alors en physique, on ne met pas une main, on met un petit wagon avec des trucs sans frottement et tout ça, mais c'est la force de ce que je fais, et en sortie, c'est l'angle. Vous voyez? Donc j'ai un système physique comme ça, où je veux contrôler avec la force de ma main l'angle du truc, par exemple, pour le maintenir à un angle de 0. On trouve des équations pour ça. Ces équations-là, je les ai mis en tout petit, parce que très franchement, ce n'est pas super intéressant. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, ces équations-là, elles sont très difficiles à convertir en une fonction qui prend la force et qui calcule l'angle. Une formule qui dit l'angle est égal à blablabla bla, 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 bla de la force, bah en fait, à partir de ces deux équations-là, c'est très compliqué à obtenir, ce qu'on appelle une solution analytique. Ces équations sont justes, elles gouvernent en fait. Si vous avez un angle et une force, ça marche, vous le pluguez là-dedans et ça répond à ça, mais c'est ce qu'on appelle, ça décrit la dynamique du système. Mais en fait, cette dynamique-là, elle est très compliquée, elle est très difficile à convertir en une fonction qui passe de l'entrée, la force, en angle. C'est-à-dire concrètement, vous me dites, voilà ce que j'ai fait, tac, 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 calcule-moi l'angle du pendule, je ne sais pas faire. Alors, en fait, on sait faire, mais c'est du niveau de la recherche. C'est-à-dire autant le pendule que je vous ai montré, c'est des trucs connus depuis Newton, etc. Là, il faut aller chercher des journaux de physique, alors 1965, ce qui est quand même assez récent en physique. Et la solution à ce système-là, du pendule inversé, comme on dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand je commence à lire un article, et que là, la dernière phrase, c'est dire c'est un système super parce que ça peut nous donner à mieux comprendre la physique du synchrotron à focalisation forte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je vois ça, je me dis, oula, je n'ai pas très envie de lire le truc, quoi. Donc, il y a des solutions exactes à ce système-là, mais elles sont vraiment très compliquées. Quand on est physicien, on trouve ça génial. Quand on est ingénieur comme moi, on se dit, est-ce que je ne peux pas m'en sortir sans lire l'article? Et en réalité, je vais vous montrer dans un moment que oui, les sciences de l'ingénieur ont trouvé des solutions pour arriver à trouver une formule qui convertit la force en angle sans avoir à se frapper l'article de physique qu'on ne comprend pas. Je vais vous montrer ça dans un instant avec un autre système. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour le physicien, la mauvaise nouvelle pour l'ingénieur, c'est que des systèmes compliqués comme ça, il y en a partout autour de nous. En fait, c'est la norme, ce truc-là. Les trucs machin avec un pendule et que la solution elle est réglable en 3 coups de calcul sur une feuille, en fait, il n'y en a pas beaucoup autour de nous. Un autre exemple, le cockpit d'avion, on voit bien que le système qui convertit le mouvement sur le manche à balai en trajectoire en 3D dans le truc, si le cockpit il ressemble à ça, c'est que ça doit être assez compliqué, quoi. On n'a pas tellement envie de le mettre en équation, ce truc-là, vous êtes tous d'accord. Ça, là, c'est le plan électronique d'un contrôleur Wi-Fi, enfin disons sans fil, d'un planeur de hobbyiste qui est grand comme ça, qui ne sait rien faire. Déjà, ça ressemble à ça. Vous imaginez l'entrée et la sortie de ce truc-là, c'est sympa. Convertissez ça sur un Airbus, vraiment, je n'ai pas envie de savoir, quoi. Mais là encore, il y a plein de systèmes comme ça, où disons, pour le physicien, on n'a pas envie de le mettre en équation, mais pour l'ingénieur, il va bien falloir le contrôler, parce que des avions qui s'écrasent, il n'y en a pas tant que ça. Visiblement, on sait faire voler ce truc-là. Mais c'est clairement pas avec des équations, parce que les équations sont très, très compliquées. Donc, encore une fois, je vous fais un teaser, mais les sciences de l'ingénieur ont trouvé des façons de contrôler ces systèmes, c'est-à-dire de trouver une relation entre l'entrée et la sortie, même quand on ne connaît pas les équations physiques du système, ou parce qu'elles sont trop compliquées, ou qu'on n'a pas envie de les résoudre. Donner un troisième exemple, et je vais élaborer là-dessus, parce que c'est un peu plus dans mon domaine, c'est des choses que je connais un peu plus. L'œil. L'œil humain, alors ce n'est pas un système physique, ce n'est pas un Airbus, mais c'est un système qui est très compliqué, humain ou pas d'ailleurs. Là, c'est un œil de, je crois que c'est je ne sais pas, bon, bref, c'est une rétine de quelque chose, je pense que c'est un œil de poisson en l'occurrence. On pourrait imaginer que l'œil, donc la lumière rentre, vous savez qu'il y a les cônes et les bâtonnets qui captent la lumière, qui convertissent ça en électricité, et ensuite ça attaque les neurones, ça va jusqu'au cerveau. Donc c'est une machine à convertir de la lumière, de la luminosité, une intensité, un nombre de photons qui arrivent sur ces capteurs, en électricité. On est d'accord avec ça, en fait. Donc, on peut très bien voir ça comme un système, comme une boîte noire, avec en entrée de la lumière, en sortie de l'électricité. Là encore,
trouver des équations qui convertissent la lumière en électricité dans un œil de vertébré évolué, eh ben, c'est vraiment très, très, très compliqué, en fait. Quand on regarde la littérature, certes, il y a des cônes et des bâtonnets, mais il y en a de 50 types différents. Ils sont intégrés par 50 types de cellules dessous, qui certaines vont faire 2 fois celui-là, moins celui-là, etc. Ça, c'est un article de biologie de 2009, hein, donc ça veut dire qu'on est vraiment à l'état de l'art, et les gens sont encore en train de se dire toutes les façons différentes, tous les pathways, comme on dit, pour arriver à intégrer la lumière qui arrive en haut en messages neuronaux. Bref, les biologistes ne savent pas exactement quelle est la formule pour convertir la lumière en énergie électrique dans l'œil. On sait que c'est très compliqué, ça marche visiblement, c'est le cas de le dire, parce que je vous vois, mais on ne sait pas très bien comment ça marche. Là encore, entre ça et un cockpit d'Airbus, vous êtes d'accord qu'en fait, voilà, on est sur un système très compliqué, on n'a pas envie de le mettre en équation. Eh ben, ce qui est assez magique avec cette métaphore de système telle qu'on l'a conçue en sciences de l'ingénieur, c'est qu'en fait, on a des techniques pour estimer une sorte de fonction de transfert qui transforme l'entrée en sortie, même si on n'a pas les équations à l'intérieur. À partir d'exemples d'entrée et d'exemples de sortie qui correspondent à l'entrée, on a des maths qui nous permettent de dire ce système, je ne connais pas les équations, mais voilà à peu près comment il fonctionne. Même quand on n'a aucune idée de la physique du phénomène. Donc je vais vous montrer, et on va beaucoup parler de ça ce soir, une de ces méthodes, et vous allez voir, en fait, le principe est vraiment relativement simple. On a un système inconnu, un cockpit d'Airbus, un œil de poisson-chat, voilà, un pendule inversé, pourquoi pas. On n'a pas envie de se frapper le papier de biologie ou de physique, voire le papier n'existe pas, ce qui est le cas la plupart du temps. Par contre, on peut le manipuler, on peut le prendre en laboratoire, on peut mettre en entrée du bruit, et on peut mesurer la sortie du système à ce bruit. Alors quand j'appelle du bruit, en fait, ce sont des valeurs aléatoires, des valeurs tout le temps différentes. Sur votre télé analogique à l'ancienne, c'était la neige, quoi. Vous voyez, le pshhh, ça, en fait, c'est du bruit lumineux. Il y a n'importe quel pixel qui s'allume dans tous les sens. Donc, on met plein de bruit en entrée. On mesure la sortie correspondant à ce bruit. Sortie qui est complètement débile aussi. Hein. On met n'importe quoi en entrée, on mesure n'importe quoi en sortie, mais n'importe quoi qui est passé par notre système qui nous intéresse. Et en fait, ce qu'on fait, qui est assez magique, qui est une idée finalement assez simple, c'est qu'on va, ce qu'on appelle en maths, corréler l'entrée avec la sortie. C'est-à-dire qu'on a n'importe quoi en sortie, on a n'importe quoi en entrée, mais ça passe dans notre système. Et si on arrive à mesurer chaque petite variation en entrée, qu'est-ce que ça fait en sortie, on arrive automatiquement à trouver ce qu'on appelle une fonction de transfert qui est capable de convertir l'entrée en sortie. Alors j'ai écrit ça, ça va être plus simple à lire là. La corrélation de l'entrée et de la sortie du système donne une approximation de la dynamique du système sous la forme d'une réponse impulsionnelle. À tes souhaits, quand j'ai écrit ça, je sais que ça ne va pas être gagné. Je vais vous montrer un exemple de ça. Faites-moi confiance, en fait, vous allez voir, c'est assez simple. Ça, c'est une idée de dire, on ne sait pas ce qu'on a, on va mettre n'importe quoi en entrée, n'importe quoi en sortie. L'important, c'est de savoir quel n'importe quoi on a mis en entrée, en fait. On corrèle la sortie avec notre bruit exact en entrée. Il ne faut pas mettre n'importe quoi et puis le jeter à la poubelle. Il faut garder précisément quel bruit on a mis en entrée. C'est des idées qui viennent d'une période assez fascinante dans les sciences, qui est la période de la cybernétique, une date de 1955 à 63, 65 à peu près. Il y a toute une génération de scientifiques qui étaient très actifs en France aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est Norbert Wiener, qui est un des mathématiciens qui était très actif à cette époque. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été inventées à ce moment-là, qui ont été un peu oubliées après, et qu'on redécouvre un peu depuis quelques années. Bref, la méthode du bruit blanc. Je vais prendre ma rétine de poisson-chat, là, et on va voir comment ça marche. Donc, j'ai mon système, il est compliqué, je n'ai pas d'équation, je ne veux pas lire les papiers de biologie, j'aimerais comprendre comment concrètement il transforme de la lumière en entrée en impulsion électrique en sortie. Donc ce que je fais, c'est si je suis au laboratoire, je peux prendre quelques cellules de ça, c'est-à-dire les premières cellules dans la chaîne avec les bâtonnets, les cônes et les quelques neurones. Je peux faire ce qu'on appelle du patch clamp, par exemple, des préparations sous microscope, où en fait j'isole ces choses-là. Donc malheureusement, le poisson-chat n'est plus là pour le voir. Hein. On extrait ça de l'œil du poisson-chat. Et j'approche une électrode, je mets par exemple de la lumière. Imaginez vraiment la lumière aléatoire, c'est je prends ma lampe torche et je fais clic, 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 clic. Alors si j'ai une électrode, je peux directement aller stimuler électriquement les cônes et les bâtonnets, ce qui revient à peu près au même. Je mesure en sortie la sortie de ce que je mets en entrée. Donc je mets du bruit blanc en entrée, un courant aléatoire. Si c'est l'électricité, c'est vraiment, imaginez le variateur de trucs, et puis je fais tourner n'importe comment, comme ça. En sortie, je mesure la réponse qui est générée par ce système. Alors ça, cette réponse, ce n'est pas n'importe quoi. On est quand même en train d'exciter une chaîne de quelques neurones. Donc ce qu'on recueille en sortie, c'est des trains de potentiel d'action. En fait, c'est la sortie électrique du neurone.
C'est avec un neurone, si vous faites un truc qui monte comme ça en entrée, on ne va pas avoir un machin comme ça en sortie. Un neurone, vous ne pouvez pas brancher votre télé dessus, ça ne génère pas du courant en continu, ça génère des impulsions de courant. Si vous écoutez un neurone, ça fait ce genre de choses. En fait, on a des trains de petites impulsions en sortie. Donc on mesure ça en réponse à notre bruit. Bon. Jusque-là, on ne sait toujours pas ce qui se passe au milieu. Et ce qui est assez magique, c'est que si on fait la corrélation de ces deux signaux, là, il faut me croire, hein, on ne va pas faire les maths, mais en gros, si à chaque moment de l'entrée qui est très haut, j'amplifie ça pardon, à chaque moment de la sortie qui est très haut, j'amplifie les moments correspondants en entrée, et à chaque moment de la sortie qui est très bas, j'efface un peu ce que j'avais mis en entrée à ce moment-là, on retrouve ce genre de courbe-là, qui est ce qu'on appelle une réponse impulsionnelle. Alors ça, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un peu cette idée-là. Donc, on a un graphe là, où on a le temps en abscisse, dans l'axe des x, là, on a en ordonnée le nombre de trains de neurones par seconde, c'est en gros à quel point l'intensité électrique qui sort en sortie de mon neurone. Et cette réponse impulsionnelle du système, en fait, voilà comment on la lit. Ce qu'on voit, c'est que là, on a un temps d'à peu près 1 demi-seconde, donc c'est séparé les petits traits, vous voyez. Donc ce qu'on voit, c'est que le maximum en fait, de cette courbe, elle est à, on va dire, 50 millisecondes. Vous voyez, là, j'ai 1 demi-seconde, mes petits traits, ça correspond à 1 dixième de seconde, je suis à la moitié d'1 dixième de seconde à peu près, 50 millisecondes. Là, c'est le maximum. Ce qui veut dire, en fait, si vous faites un clic en entrée de votre neurone, 50 millisecondes plus tard, votre neurone en sortie lâche un potentiel d'action. C'est quand même assez magique. On a mis n'importe quoi en entrée, n'importe quoi en sortie. Le premier truc qu'on obtient, c'est savoir finalement quelle est la durée, on va dire la latence de ce système-là. Donc là, déjà, on sait que si vous faites clic, vous n'avez pas une réponse instantanée. Il faut que la chimie se fasse, les trucs balancent des ions, revient, le potentiel secret, etc. Mais en sortie du truc, 50 millisecondes plus tard, le cerveau du poisson est informé qu'il y a eu un pic en entrée. Mais vous voyez aussi ça qui est très intéressant, c'est que tout de suite après ça, disons à, on va dire 1 dixième de seconde après l'impulsion, on a un truc négatif là qui passe en dessous de 0. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez quelque chose qui se passe à t égale 0, 100 millisecondes plus tard, ce truc-là enlève de l'énergie, il y a moins de sortie. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si vous faites clic-clic avec 50 millisecondes d'écart entre les deux, le premier pic va être amplifié en sortie, le deuxième va aussi être amplifié 50 millisecondes plus tard, mais le premier va être désamplifié, en fait. Ce qu'on appelle une inhibition, ce qui veut dire qu'en fait, votre neurone-là, il ne peut pas répondre plus vite que 100 millisecondes. Ce qui est quand même fou aussi. C'est-à-dire que si vous faites clic, 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 clic très très vite à moins de 100 millisecondes, le pic d'avant va désamplifier le pic d'après, qui va désamplifier le pic d'avant, qui etc. Et en fait, le truc n'a pas le temps de réagir plus vite que 100 millisecondes. Encore une fois, on a mis n'importe quoi et n'importe quoi, on fait une opération mathématique qui est très simple, et on comprend quand même des choses assez fondamentales sur le fonctionnement de ce truc-là. Alors moi, je trouve ça vraiment, franchement, absolument génial. C'est un papier qui a été publié en 1970 dans Science. C'était vraiment les tout débuts de appliquer des méthodes d'automatique à des systèmes biologiques. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, une fois qu'on a ça, on peut prédire la sortie du système. C'est-à-dire que là, finalement, vous avez un modèle du système. Avec ça, si je fais n'importe quoi en entrée, que je multiplie par ça, j'arrive à prédire ce que va répondre le neurone. Et donc, c'est ce qu'ils avaient fait dans ce papier. Et ça marche quand même vachement bien. La vraie réponse, c'est B. La réponse prédite, c'est-à-dire qui prend juste l'entrée, qui multiplie par ça, c'est ce qu'on a en D là. Et vous voyez que, bon, bah, c'est pas parfait, mais c'est quand même, pour un truc vraiment très simple, ça correspond vraiment très bien. Donc, j'ai aucune idée des équations de la chimie de mon système. J'en ai aucune idée. J'ai fait clic, clic, clic en entrée, j'ai mesuré la sortie, je multiplie, j'obtiens ça. C'est quand même assez... On est d'accord que c'est beau, la science. Donc, je fais un petit résumé. Les sciences de l'ingénieur, on modélise tous les phénomènes physiques compliqués par des boîtes noires avec des entrées et des sorties. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des techniques pour estimer la fonction de transfert, ou ce que j'ai appelé là la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire si je fais clic en entrée, qu'est-ce qui se passe dans le temps en sortie de mon système, pour prédire voilà, la sortie en fonction de l'entrée. Donc, connaissant ça, voilà la question où on arrive, c'est est-ce que cette métaphore et cette méthodologie peut s'appliquer à notre cerveau ? Donc, encore une fois, on est d'accord que ça paraît simpliste, quoi. Me voir moi, machine, convertissant Mozart en émotion, ça paraît un peu limite. Mais après tout, Mozart, c'est un signal d'entrée dans mes oreilles. Mes émotions, finalement, j'en sais rien. On mesure mon rythme cardiaque en sortie. On pourrait dire que c'est aussi une sorte de sortie. Est-ce que finalement, on ne peut pas faire de la rétine de chat exactement de la même façon là-dessus ? Donc, on est d'accord que ça semble être une mauvaise idée parce que la rétine de chat, c'est joli, il y a 3 neurones dans le cerveau humain, il y en a 80 milliards.
Donc, on n'est pas exactement sur un système de la même complexité. Bon, ça paraît un peu bizarre. Et puis, d'un point de vue subjectif, j'ai envie de dire, ça semble quand même un peu réductionniste d'appliquer au cerveau, enfin, à des choses aussi culturellement fortes que ça, des techniques qui sont faites pour contrôler un machin sur un véhicule avec 2 roues, quoi. Mais, à l'inverse, il y a une phrase que j'aime beaucoup en sciences, c'est George Box, qui est un statisticien, qui disait tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et ça, c'est une phrase que je trouve vraiment assez forte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on modélise la nature ou n'importe quoi, en fait, la modélisation, c'est simplifier. On réduit de façon extrême les phénomènes. Donc, il y a des modèles. En fait, tous les modèles sont faux, quoi. Aucun modèle n'est véritablement l'expression de. Il y a toujours de la complexité qu'on laisse de côté. C'est le principe d'un modèle. Donc, on ne va pas se battre pour savoir si le modèle est vrai ou faux ou à quel point. Voilà. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est est-ce que ton modèle m'apporte de l'information utile? Est-ce qu'en appliquant ce modèle qui est faux, il n'y a pas de débat, est-ce que je vais comprendre des trucs sur des trucs nouveaux, quoi? Et donc, cette métaphore de fonction de transfert, là, avec Mozart, n'importe quoi, qui convertit des émotions en sorties, ça a l'air débile, mais finalement, des questions comme ça. Exactement, comment est-ce qu'il faut prononcer le mot bonjour pour vous paraître digne de confiance? Est-ce qu'on sait répondre à des questions comme ça, finalement? Pas évident, hein, on peut demander des acteurs, des politiciens, peut-être qui sont peut-être plus expérimentés que d'autres pour faire ça, mais finalement, la science, jusqu'à là, n'a pas vraiment de réponse à cette méthode-là. Pourtant, ça, c'est quoi? C'est une fonction de transfert. Hein. C'est comment il faut que je prononce mon bonjour en entrée pour qu'en sortie, le cerveau dise « Tiens, ce mec-là a l'air sympathique ». Est-ce que finalement, appliquer cette métaphore-là un peu idiote, ça ne vous permettrait pas de répondre à ce genre de questions? On ne sait pas, on va regarder, mais si je suis là, vous en doutez un peu. Une autre idée. Sur quoi vous vous basez? Donc là, pas avec de la voix, mais sur un visage. Un visage, ça peut faire n'importe quoi. Je peux monter là, zygomatique, descendre, baisser l'œil, etc. Est-ce qu'on sait exactement sur quoi vous vous basez pour déterminer si quelqu'un a l'air amical? La façon dont je souris, est-ce qu'un sourire comme ça, c'est mieux qu'un sourire comme ça? Est-ce qu'il faut que je plie l'œil gauche, etc. Finalement, on ne sait pas très bien non plus ça. Et ça, c'est quoi, si vous remettez dans le cadre de rétine de poisson-chat? C'est une fonction de transfert, en fait. C'est qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon système qui prend le visage en entrée et qui sort, tiens, cette personne a l'air amicale. Est-ce que ces méthodes-là ne pourraient pas nous donner ça? Question encore plus dure. Est-ce que cette fonction de transfert-là, si on la trouve, est-ce que tu as la même que la mienne? Est-ce que pour toi, un visage amical, c'est la même fonction de transfert que ce que moi, j'utilise? On n'en sait rien, en fait. Je ne suis pas dans votre tête, en fait. Peut-être que vous trouvez ça très amical, moi, je trouve ça pas terrible, moi, je trouve ça amical, vous, non. En fait, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête. Si on pouvait modéliser ça, on pourrait peut-être répondre à ce genre de questions. Les questions sont infinies. Est-ce que ma fonction de transfert du sourire amical, j'ai la même aujourd'hui que j'avais il y a 10 ans? Est-ce que j'ai changé? On n'en sait rien. Mais après tout, ce n'est pas plus compliqué qu'une rétine de chat non plus, ce genre de truc. Donc, voilà. Modèle idiot, simpliste, faux, mais potentiellement utile. Du coup, on s'est dit, voilà, on va essayer. Donc, pour appliquer ça au cerveau humain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du bruit blanc. Alors, clairement, si je vais voir mes participants au laboratoire et je leur fais comme ça dans l'oreille, il ne va rien se passer. On n'est pas sur un tout petit neurone qui s'en fiche. Le neurone, vous lui mettez du bruit blanc en entrée, il est content, il est simple, le neurone. Le bruit blanc, il répond, tout ça. Nous, on a envie de bruit blanc un peu plus intéressant que ça. Donc, par exemple, sur la question de comment il faut prononcer un mot, par exemple, pour que vous l'entendiez comme une question ou une réponse, ou le mot bonjour, pour que vous l'entendiez comme digne de confiance ou pas, on a envie de faire du bruit blanc de parole. Par exemple, générer toutes les façons possibles de dire bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Vous voyez un peu cette idée-là, on peut aléatoirement générer tout ça. Donc c'est ce qu'on a commencé par faire. On a fait faire un générateur de bruit blanc de haut niveau, quoi. Donc on a construit ce logiciel qui d'ailleurs est open source, là, comme on dit. Vous pouvez très bien le télécharger, c'est gratuit, l'utiliser à la maison, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau de son, on le découpe en petits bouts, et chaque petit bout, imaginons par exemple le mot bonjour ou une phrase, chaque petit bout, je vais soit la monter, soit la descendre. Donc par exemple, si je prends le mot vraiment, je coupe en petits bouts, et le bout de la fin, je monte, ça va faire vraiment, comme ça. Si le bout de la fin, je le descends, ça fait vraiment. Vous voyez un peu l'idée. Je peux monter le haut. Vraiment. Ou l'inverse. Vraiment, etc. Ou faire n'importe quoi. Vraiment. Du bruit random, en fait. De la parole random. Du bruit de parole. Je vais vous faire écouter quelques exemples. Non, ça marche. Des exemples de hauteur aléatoire. Donc là, ce n'est pas un mot, c'est une phrase. Vous allez entendre, en fait, plusieurs répétitions de la même phrase. Donc on a utilisé notre logiciel pour manipuler aléatoirement la hauteur, c'est-à-dire la mélodie de la phrase,
Et vous allez donc entendre, je crois la phrase c'est « je suis en route pour la réunion » ou quelque chose comme ça, et des choses qui font « je suis en route pour la réunion ». Enfin voilà, du bruit aléatoire comme ça. On peut en générer, dans l'expérience qu'on a fait, on a généré 70 000, je ne vais pas vous les imposer là, mais vous voyez, c'est un générateur aléatoire de paroles. Je vais écouter quelques exemples. Je suis en route pour la réunion. 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 Alors, personne n'a jamais prononcé ces phrases-là. On avait un exemple, et grâce à l'ordinateur, on en a produit plein. Vous voyez que c'est assez réaliste, finalement. Tout ça aurait pu être prononcé par quelqu'un. On peut bouger la hauteur, on peut bouger c'est marrant aussi, la vitesse, enfin la longueur de chaque partie. Vous voyez, je suis en route pour la réunion, par exemple, ou je suis en route, ce genre de choses, un peu comme un élastique. Je vais écouter ça, mais c'est assez marrant aussi. Du bruit de parole. Je suis en route pour la réunion. 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 Voilà. Ce qui est assez bien avec ces algorithmes aussi, qu'en fait, on peut randomiser n'importe quoi. Donc, on peut aussi appliquer ça sur des choses non françaises. Si on fait de la recherche sur la perception de la prosodie en japonais, par exemple, on utilise ça sur des japonais. Ça marche très bien aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent japonais dans la salle. 聞こえますか? 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 Bref. Donc ça, c'est mon clic-clic-clic de lampe torche, d'accord? Mais c'est de la parole aléatoire, c'est-à-dire je fais de la prosodie aléatoire en entrée de mon système, qui n'est pas une rétine de poisson-chat, mais qui est mon cerveau. Donc, comment est-ce qu'on ferait ça? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir des participants au labo, on leur a mis un casque, et on leur a présenté, en fait, ce bruit blanc de parole en entrée. Plus précisément ici, on les a présentés par paire. Donc, on s'est intéressé à une question qui est très simple, qui est... comment est-ce qu'on détecte si un mot est une question ou pas? Donc, par exemple, le mot « vraiment », je peux vous dire « vraiment ?» comme ça, et là, vous avez compris qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Ou si je réponds, je fais « oui, oui, vraiment ». Là, vous avez compris que je réponds. Donc, on imagine que j'ai une fonction de transfert un peu simple qui associe la hauteur en entrée à est-ce que c'est une question ou une réponse. On essaye de trouver ça. Donc, on présente des paires de nos mots aléatoirement modifiés, comme ça, à la personne. Donc, par exemple, « vraiment »,« vraiment ». Et on demande à chaque fois lequel de ces deux mots vous semble avoir été le prononcé le plus comme une question, quoi. Lequel de ces deux enregistrements est une question? Je crois que j'ai un petit exemple de ça, mais bon, je viens de vous le faire à la bouche, ça marche aussi. Vraiment, vraiment. Voilà, on n'entend pas très bien en plus, il faudrait un casque, mais voilà, des petites manipulations comme ça. Vraiment, vraiment, lequel des deux est une question? Alors si on le fait une fois, ça ne sert à rien, c'est comme le bruit, hein. Si on met boum, boum en entrée, c'est pas terrible, il faut faire ça pendant 10 minutes. Mais si on fait plein d'exemples comme ça, et qu'on fait la corrélation très simple, donc la sortie là, du système, ce n'est pas du tout un signal, c'est la personne qui appuie sur un bouton en disant c'est une question ou c'est pas une question. C'est une sortie très simple pour le coup, qui fait 0 et 1. Si on corrèle la sortie, donc ce que nous disent nos participants, duquel des deux sons est le plus interrogatif, fait plein de fois, avec le profil aléatoire de bruit de parole, on obtient le truc qu'on a en haut, ici, et qui est en fait une sorte de réponse impulsionnelle du système. Donc on corrèle la sortie avec l'entrée, et la fonction de transfert qu'on obtient, en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en entrée du système pour être sûr que la sortie est 1. C'est pas vraiment c'est une corrélation inverse, en fait. Donc, devant vos yeux ébahis, vous voyez, en fait, comment est-ce qu'il faut prononcer le mot « vraiment » selon cette personne pour que la personne réponde « oui, c'est une question ». Alors, ça paraît rien, ça, mais c'est quand même assez fou, parce que la dernière fois qu'on a vu ça, c'était sur un neurone de poisson-chat, bon, certes. Là, on n'a que pour prononcer, vous avez le temps, vous avez la hauteur, et pour prononcer le mot « vraiment » en entrée du système qu'on ne connaît pas, j'ai aucun modèle du cerveau de la personne, je ne connais rien, j'ai juste mis du bruit en entrée, j'ai mesuré la sortie, j'obtiens qu'en fait, le « vraiment », il ne faut rien faire au début, et à la fin du mot, il faut monter très vite. Vraiment? Comme ça. Et ça, c'est un profil de bruit que je peux même appliquer sur mon mot de départ, c'est-à-dire que je peux le synthétiser, on entend « vraiment ». Alors quand on a vu sortir ça au labo, franchement, moi, c'est un des... Je ne vais pas dire que c'est un des plus beaux jours de ma vie, mais c'était en 2018, je m'en souviens encore quand même, parce que ce truc est vraiment très simple, et ça marche très très bien. Là, les petits trucs que j'ai mis à côté, je crois même que je vous ai mis une flèche dessus tellement j'étais content, c'est 5 participants qui font la même tâche, donc on a fait venir 5 personnes qui ne se connaissent pas, ils ont tous exactement la même fonction de transfert. Donc on leur a mis n'importe quoi tous en entrée, ils ont répondu, en analysant la sortie avec l'entrée, on arrive à retrouver quelle est la prosodie idéale, la fonction de transfert du système, quand on lui met de la prosodie de la parole en entrée, et la réponse interrogative en sortie.
Bon, alors, on était très contents parce qu'on est des scientifiques et qu'on est un peu bizarre. En réalité, vous saviez tous la réponse. Là. On sait tous qu'à la fin d'une question, ça monte. Je veux dire, on n'a rien appris. Mais ce qui est vraiment marrant quand on est scientifique et pourquoi ça nous intéresse, c'est qu'on se dit, mais c'est génial, on va pouvoir appliquer ça à tous les autres problèmes, en fait. Et des problèmes pour lesquels on n'a pas la solution, pour le coup. Donc ce modèle de cerveau écoutant, il est très très simple, on est d'accord. Hein. On a une entrée, c'est la hauteur de ma voix en fonction du temps. La sortie, c'est est-ce que c'est joyeux, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est digne de confiance, etc. Et la fonction de transfert, c'est une sorte de représentation interne de qu'est-ce qu'il faut mettre en entrée pour activer la sortie. Alors, petit aparté, ce truc-là n'existe pas. Hein. C'est un modèle, c'est complètement simpliste. Je prétends absolument pas que notre belle représentation interne de machin, elle est quelque part cachée dans le cerveau, dans des zones dont j'ai oublié le nom. C'est absolument pas ça. Hein. C'est un modèle. On se rappelle George Box là-bas, tous les modèles sont faux. Certains sont utiles. C'est une métaphore de pensée qui est utile parce qu'on apprend des choses. Maintenant, où est-ce que c'est implémenté? Le modèle n'est pas égal à l'implémentation. Hein. J'ai aucune idée de comment ça marche dans le cerveau. J'ai des idées là-dessus, mais ce modèle ne nous le dit pas, par contre. Je ne prétends pas que le cerveau fait ça, mais ça explique un peu notre comportement. Donc, une fois qu'on a fait ça sur les questions, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça à quelque chose d'autre? Et on s'est dit, le bonjour. Comment, dans les premières impressions, je dis bonjour à quelqu'un? Est-ce que je sais comment il faut dire bonjour à quelqu'un pour paraître digne de confiance, par exemple, ou pour paraître socialement dominant, par exemple, ou ce genre de choses? Le bonjour de chef, le bonjour d'ami, etc. Finalement, quand on se tourne en linguistique, on a des éléments là-dessus, mais on n'a jamais vraiment posé cette question de façon aussi frontale. Donc on a fait la même chose, on a enregistré des voix d'hommes, des voix de femmes qui disent bonjour, on les a manipulées aléatoirement avec notre truc. On fait écouter un truc, vous imaginez très bien le genre de paire qu'on peut présenter au résultat. Bonjour. Aux participants. Bonjour. Voilà, des bonjours aléatoires comme ça. Et on leur a posé la question, lequel de ces deux bonjours vous semble le plus dominant, par exemple, en définissant la dominance, hein, comme la dominance sociale, en fait, un bonjour de chef, de personne, homme ou femme, qui est supérieurement hiérarchique, etc. Qui est, accessoirement, on n'est pas obnubilé par ça. Hein. La psychologie sociale nous indique que la dominance et l'aspect trustworthiness sont deux dimensions principales en fait, de la façon dont on juge les premières impressions. En gros, quand on rencontre quelqu'un, on veut très rapidement le placer sur une échelle de est-ce que je peux lui faire confiance ou pas, est-ce que c'est un ami ou un ennemi, et l'autre échelle, c'est est-ce qu'il est puissant ou pas, quoi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un ami puissant et des ennemis pas puissants, mais vous voyez l'idée, enfin, voilà. Donc ces deux dimensions, voilà. On a des modèles théoriques en psycho. Tu me corrigeras si tu n'es pas OK avec ça, mais en tout cas, une certaine légitimité théorique à chercher ça. Eh bien, on pose cette question et on a vu sortir ça. Alors ça, c'est quand même assez marrant, encore une fois, en exclusivité mondiale racontée 30 fois depuis 2018. Je vous présente comment il faut prononcer le mot « bonjour » pour... En fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en entrée du système pour que le cerveau humain réponde que ce bonjour est un bonjour dominant? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il faut prononcer le mot « bonjour » à quelqu'un pour que la personne ait plutôt une impression que vous êtes en situation de dominance sociale. C'est ce qu'on voit ici. C'est le pitch, la hauteur en ordonnée et en ordonnée et en abscisse, c'est le temps. Donc ce que vous voyez, c'est que la barre noire, c'est le 0. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est en dessous. Donc c'est plutôt un pitch bas. Il vaut mieux dire bonjour que bonjour. Et deuxièmement, vous voyez que le pitch descend sur la deuxième syllabe. Donc si je vous le fais à la bouche, ça fait ça, bonjour. Voilà, c'est grave et ça descend sur la deuxième partie du mot. Et ici, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en entrée du système pour que la réponse digne de confiance soit activée. Et vous voyez que là, le pitch monte, et particulièrement sur la fin du mot, bonjour, quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, ça c'était marrant, bon, on le croit ou on ne le croit pas, mais il y a des choses assez intéressantes. On a fait faire l'expérience 2 fois de suite à 15 jours d'intervalle aux mêmes participants, les réponses sont là. Vous voyez que c'est pour dominant, ça, c'est extrêmement reproductible. Donc et aussi, les gens ont quand même un profil qui est reproductible de personne en personne et reproductible, les deux couleurs bleues et violettes, c'est la même personne à 15 jours d'intervalle. Donc le truc a l'air d'être quand même assez robuste, en fait, un peu surprenant. Ce qu'on apprend aussi, par exemple, c'est que les hommes et les femmes jugent les voix d'hommes et les voix de femmes de la même façon. Ce n'est pas du tout trivial. Est-ce qu'après tout, si vous êtes une femme, pour en imposer socialement, est-ce qu'il faut dire bonjour de la même façon qu'un homme? Que vous adressiez à un homme ou à une femme, c'est des questions, bon, on les trouve intéressantes ou pas, mais en tout cas, on n'avait pas la réponse. Avec ça, on arrive à le voir très très bien. Donc on a, voilà, encore une fois, métaphore d'ingénierie bête et méchante, on arrive à trouver des trucs assez marrants. On s'est posé aussi une question un peu différente de comment détecter les menteurs, plus exactement. Comment est-ce qu'il faut parler à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut mettre en entrée du système cerveau humain pour que la personne ait l'impression que vous dites la vérité? Ouais, une question intéressante. Eh ben, encore une fois, voilà la partition musicale
de la confiance en soi et de l'honnêteté. Donc l'honnêteté, c'est comme ça qu'il faut parler pour avoir l'impression, pour que la personne ait l'impression que vous êtes honnête. Si vous n'êtes pas honnête, c'est la même chose, mais en tout cas, si vous faites ça, d'après nos participants, voilà la réponse. Alors, vous avez ici le pitch en fonction du temps. Là, c'est l'intensité. On peut le faire sur plusieurs paramètres en fait, de la voix. Ça, c'est l'intensité en fonction du temps. Ça, c'est la vitesse en fonction du temps. Mais si on se concentre sur le pitch en fonction du temps, en fait, il faut que le pitch descende à la fin de votre mot. Si vous me demandez c'est quoi la capitale de l'Australie et que je vous réponds Melbourne, c'est n'importe quoi, mais j'ai prononcé ça comme ça et vous avez l'impression que je suis sûr de ce que j'ai dit, voire que j'ai dit la vérité, quoi. Si je fais l'inverse de ça, je vous réponds Canberra, vous allez voir tout de suite, bon, là, je fais un peu la mimique qui va avec, il y a une partie de votre cerveau qui dit ouais, c'est pas sûr, alors qu'en fait, je crois que j'avais raison, c'est Canberra, c'est ça. Voilà, on a découvert ça, entre guillemets, d'une façon vraiment, encore une fois, rétine de chat, quoi. Exactement la même expérience. Plutôt que faire clic-clic en entrée et de mesurer la sortie de mon neurone, on met du bruit de parole en entrée, on mesure est-ce que cette personne ment ou pas en sortie, on arrive à reconstituer une sorte de fonction de transfert. Alors ça, pour la petite histoire, pour les bisontins, c'est marrant, mais c'est l'acte de gloire de toute ma carrière. J'ai eu ça, je peux m'arrêter. On a fait la couverture de mon petit quotidien, qui est quand même de la presse d'information pour les enfants. Quand vous y réfléchissez en termes d'impact social, on a appris à, je ne sais pas, 20 000, 30 000 lecteurs comment parler à leurs parents pour réussir à leur mentir, quoi. C'est quand même, voilà, en termes d'impact social, je suis assez content de ça. Pour les bisontins, on a même fait la couve. Bert, vous savez, le dessinateur de ça, il est bisontin. Il avait place Grand Rue, là. C'est le dessinateur de ça qui dessine dans l'Est et tout ça. Donc en plus, on s'est fait faire une dédicace par Bert. Enfin, c'est quand même un métier sympa, quoi. Alors, du coup, voilà, je vous présente ça, vous me dites, alors ça y est, en gros, ok, on a tous la même fonction de transfert, on est bête comme nos pieds, on a un truc, on met le truc en entrée, ça sort pareil pour tout de suite en sortie. Ça paraît simpliste, effectivement. En réalité, ça marche vraiment surprenamment bien, ce truc. Ça se généralise à des nouveaux mots, par exemple. On a fait le bonjour digne de confiance, on applique ça à n'importe quel autre mot. Bon, vous me croyez sur le truc. En gros, on arrive à augmenter la dominance et le côté digne de confiance de n'importe quel autre mot. Une fois qu'on a notre profil là, on peut l'appliquer avec notre logiciel à un autre mot. Donc, bonjour, comme ça va, etc. Si on applique ça, à chaque fois, les gens trouvent ces mots plus dignes de confiance que si on fait l'inverse. C'est déjà un petit peu flippé parce que le potentiel de manipulation de ces trucs-là commence à grandir. Là. Ça veut dire qu'avec cette formule-là, je peux l'imposer à des mots, je vous fais entendre ce mot, vous avez l'impression que c'est la vérité, même si c'est faux, potentiellement. La même fonction de transfert marche dans 9 langues sur le langage et tout ça. On a testé le chinois, etc. En réalité, quand on a le pitch qui descend, le RMS qui fait ça, etc., les gens trouvent ces mots plus dignes de confiance, ou en tout cas, en l'occurrence, le locuteur étant plus honnête et moins mensonger, quand on met ces choses-là dans plein de langues différentes. Là, on commence à rigoler un peu moins, en fait, parce qu'on se dit, mince, est-on vraiment si simple que ça, quoi. Et on arrive même à manipuler le comportement des gens avec. Comme je vous disais, on a fait une tâche classique en psychologie de rétention de mots, en fait. Donc, je vous fais écouter plein de mots, des pseudo-mots, ce qu'on appelle, donc des mots qui n'existent pas, visou, guibu, dadon, etc. Et après, je vous en présente un certain nombre et je vous dis lequel parmi ces 3 mots, lequel était dans la liste que vous avez entendu. Bon, une tâche de mémoire de mots. Et en fait, à l'insu des gens, on a mis notre prosodie honnête, absolument pas mensongère, sur certains des mots. Et les gens se souviennent mieux de ces mots-là après. Donc on arrive à modifier finalement quelle est l'information que les gens retiennent. C'est potentiellement, encore une fois, intéressant d'un point de vue psychologique, flippant d'un point de vue sociétal. En résumé, ma fonction de transfert de poisson-chat, là, ce modèle très simple d'entrée, représentation, sortie, il est évidemment simpliste, il est faux, tous les modèles sont faux, mais il est surprenamment utile, au sens où on découvre quand même plein de trucs qu'on ne savait pas. On a fait ça bêtement et on découvre comment il faut dire bonjour pour être digne de confiance, par exemple. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que certes, il est faux, et la façon qu'il a d'être faux est également très intéressante. Alors quand on regarde un peu en détail, par exemple, là je vous ai dit ça marche pareil pour tout le monde, en réalité c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas la même fonction de transfert. Là on a fait une autre expérience, je passe un peu sur plein de trucs, mais ça c'est de la musique, parce qu'on peut appliquer ça sur de la musique, du français, du japonais, pourquoi pas de la musique. Et on s'est intéressé à la chanson Joyeux anniversaire, dédicace à Inès d'ailleurs, dont c'est l'anniversaire demain. On a fait de la randomisation de musique, c'est-à-dire de la randomisation de durée des notes.
Donc vous saviez, je suis en route pour la réunion, etc. Si je fais ça sur de la musique, c'est joyeux anniversaire, ce genre de truc. On modifie, je vais vous faire écouter ça, c'est assez drôle. D'ailleurs, on a l'impression de quelqu'un qui ne sait absolument pas chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc les notes sont justes, à peu près. Par contre, c'est la durée, c'est n'importe quoi. Si on imagine, c'est voilà, croche pointée, double, noir, 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 etc. Ta, 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 ta. Là, on a ta, 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 n'importe quoi. On met du bruit rythmique en entrée et on demande aux gens laquelle de ces deux chansons, de ces deux interprétations complètement ratées, vous semble être la mieux interprétée. Et donc, on retrouve en sortie, en fait, comment on appelle ça, une fonction de transfert, encore une fois, qui est en fait une partition musicale. Est-ce qu'il faut augmenter la durée au début, baisser la durée à la fin de chaque note, en fait? Comment est-ce qu'il faut interpréter ce truc-là pour que la chanson devienne mieux interprétée? Alors, ce qu'on obtient là, c'est qu'il faut l'accélérer au début, hein. C'est un stretch, en fait. Donc, est-ce que si les valeurs vers le haut, c'est rallongé, c'est ralenti, les valeurs vers le bas, c'est raccourci. Donc, par rapport à quelque chose qui fait joyeux anniversaire, comme ça, il faut accélérer le début, joyeux tada. Et ce qu'on a d'assez marrant, donc ça monte à la fin. Ce qui est drôle, c'est que les bleus et les oranges sont des musiciens et des non-musiciens. Et ce qu'on voit, c'est que les non-musiciens ont tendance à rallonger la troisième note, qui est le joyeux a, ce qui est vraiment le truc classique, joyeux a. Et là, il y a le chef d'orchestre qui est là, putain, le tempo. On se rend compte de ça, alors que les musiciens, finalement, ralentissent, en fait, font une valeur pour cette note-là qui est plus proche de la valeur qu'on pourrait attendre. Là, on rentre dans la tête des gens, on trouve quelle est leur représentation mentale d'une mélodie musicale, en tout cas d'un rythme, et on voit que finalement, on arrive à distinguer des musiciens non de musiciens. Aucun des deux a juste ou faux, hein, d'ailleurs, en fait, mais juste, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la même fonction de transfert. Si on veut aller vers ça, en réalité, on se rend compte que même tous, indépendamment, on a des fonctions de transfert subtilement différentes, si on peut dire. Alors là, je vous donne un exemple qui est visuel. Je vous ai dit, on peut manipuler des visages aussi, c'est exactement ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour repérer exactement où sont les lieux, le nez et tout ça, et on peut même synthétiser des visages. N'importe quel film aujourd'hui fait ça. À l'époque, c'était Shrek, c'est un vrai acteur qu'on a transformé en Shrek. On est capable de capturer exactement les expressions de la personne et de le mapper sur un autre truc. On peut le faire sur des photos comme ça. Donc là, on a fait du bruit blanc de visage, du bruit de visage. Encore une fois, c'est pas clic-clic sur ma lampe torche, c'est je prends un visage, je détecte les trucs et je monte un peu là, je descends un peu là, j'écarte le nez, etc. Enfin, je fais des monstres, en gros, enfin, des expressions qui sont aléatoires, mais qui peuvent me servir de bruit de visage, de bruit d'expression faciale en entrée de mon système, qui est encore une fois ma tête. Quand on fait ça, donc on met du bruit blanc de visage en entrée, on mesure une sortie, on pose n'importe quelle question, par exemple, laquelle de ces personnes vous semble la plus sympathique, ou sourire de la façon la plus amicale, c'est exactement la question qu'on avait posée. On fait exactement la même chose, on corrèle la sortie à notre entrée qui est du bruit blanc de visage. Et là, on a fait ça sur 26 participants, et en fait, on a 26 fonctions de transfert, qui sourient tous, hein, on est d'accord que tous ces gens-là sourient, mais de façon subtilement différente. Par exemple, il y a des gens qui ont une fonction de transfert, notre participant numéro 3, ce n'est pas du tout sa tête, hein, ça c'est la tête de la personne qui jugeait, et on imagine le participant 3, il avait cette fonction de transfert-là, qui a un sourire qui a une représentation mentale de ce que c'est qu'un sourire amical, avec un sourire un peu étroit. Le participant 5, du coup je ne l'ai pas numéroté, on a l'impression qu'il est un peu plus large. Je ne sais pas si ça se voit ici, c'est subtil, mais ça se mesure, il y a des différences. On ne va jamais avoir des gens qui font sourire jusqu'aux oreilles, à chaque fois c'est des différences assez subtiles, mais il y a des différences. D'autres personnes, par exemple, ont des sourires asymétriques. Vous voyez, la personne en haut, ça sourit côté gauche, celle-là, ça monte côté droit, un petit peu plus. Je ne sais pas pourquoi cette personne trouve que sourire comme ça, c'est plus amical, et que la personne là-bas trouve que sourire à l'inverse, c'est plus amical. J'en ai aucune idée. Peut-être lui, il est gaucher, peut-être lui, il est droitier. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on voit quand on applique ce système-là. Il y a des gens qui sourient, dont la représentation mentale d'un sourire amical implique d'avoir les yeux assez ouverts, par exemple, là-bas. Alors que là, on voit que l'œil est un petit peu plus fermé. Donc on a tous des représentations mentales un petit peu différentes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces fonctions mentales un peu différentes, elles ont un impact. C'est-à-dire, si vous prenez un de nos participants, une de nos participantes en l'occurrence, et que vous lui faites noter tous les sourires de tout le monde, y compris le sien, le sien, il est là, en fait. Trouve que, alors qu'on est d'accord que très franchement, tous ces gens-là sourient sur la ligne du haut, en fait, pour cette personne-là, ce sourire est plus amical que ce sourire-là. Et ce qui est génial, c'est que ce sourire-là, qui est le sourire de quelqu'un, si on fait la même chose, lui, il va repasser là aussi. Chacun trouve que sa représentation mentale, en fait,
est mieux que les autres d'une certaine façon. Donc ça veut dire que notre fonction de transfert, on s'en sert au quotidien en fait. C'est-à-dire que peut-être toi tu veux que ça sourie là, moi je veux que ça sourie là, et effectivement tous les gens qui sourient comme ça, tu vas les trouver plus sympathiques, et moi comme ça, plus sympathique. Ça c'est sur tous les participants, et on a vraiment une belle régression, là, comme vous voyez, où en fait la fonction de transfert du participant est systématiquement préférée aux autres, quoi. Et plus les représentations sont loin, moins on les trouve amicales. Donc mine de rien, c'est faux au sens où il n'y a pas un sourire universel, on est tous différents et en plus on a tous des façons un peu différentes de s'en servir. Et d'ailleurs on n'est pas si prévisible que ça non plus, c'est-à-dire que mon modèle en fait là, encore une fois, il est faux, mais il y a une façon d'être fausse qui est assez intéressante. Normalement, un modèle comme ça, je mets 4 fois la même entrée, j'ai 4 fois la même sortie. On est ça, je multiplie l'entrée par un truc, ça donne, je mets 3 x 2, 4, 3 x 2, 4, non, c'est 3 x 2, 6. À chaque fois, ça donne la même sortie. Or, quand on fait faire ça à des participants humains, ce n'est pas le cas. Dans nos expériences, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on présente des tonnes de bonjour, 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 des tonnes de visages, tout ça, et puis ce qu'on fait à leur insu, c'est qu'en fait, on en met un certain nombre au début, et on les recolle exactement pareil à la fin. Comme ils sont tous aléatoires, personne n'est capable de dire « Oh, j'ai déjà entendu ce bonjour bizarre au milieu de 30 000 autres bonjours bizarres ». On ne sait pas le distinguer. Mais si notre modèle était parfait, les gens répondraient 2 fois la même chose. Voilà, 2 fois le même bruit en entrée, 2 fois la même réponse. Or, ce n'est pas le cas du tout. Quand on calcule la probabilité de répondre pareil sur le deuxième bug par rapport au premier, vous voyez que les gens, alors en fait, il faut regarder là, les contrôles en orange, les gens qui n'ont pas forcément, là c'est une population dont je vais vous parler qui a des problèmes neurologiques, mais autour de 75%, disons. Donc on répond quand même un peu la même chose, mais 3 fois sur 4. Donc on voit bien que notre modèle, il n'est pas génial, on manque des trucs. Mais là encore, finalement, de comprendre ce qui manque, c'est vachement intéressant. Donc pour prendre en compte ce problème de je ne réponds pas toujours la même chose, ce qu'on fait dans notre modèle, c'est qu'on a notre représentation, notre fonction de transfert, et on rajoute du bruit en sortie. Alors ce n'est pas du bruit en entrée, ce n'est pas moi sur ma lampe torche, c'est du bruit en sortie, ou du bruit interne en fait, c'est du bruit qui est créé à l'intérieur de votre tête. C'est-à-dire que le stimulus arrive, vous appliquez la fonction de transfert, ça vous donne une note entre 0 et 10, et à ça vous jetez un dé, vous rajoutez un truc aléatoire. Et donc, selon la quantité de bruit que vous allez mettre là-dessus, finalement, quand on vous présente 2 fois la même chose, vous allez finir par répondre des choses différentes, parce qu'en fait, vous avez plein de bruit qui vient bruiter cette répétabilité, le côté répétable de la chose. Et ce bruit interne, on arrive à le mesurer de la même façon. Je ne vais pas y passer jusqu'à minuit ce soir, mais ce qui est intéressant, c'est que cette variable de bruit interne, qui soit dit en passant, est encore une modélisation, c'est nulle part dans le cerveau ce truc-là, hein, c'est absolument, c'est un modèle, c'est pas une implémentation, c'est pas comme ça que ça se passe dans la tête, mais ça modélise un peu le comportement humain. Et cette variable de bruit interne, elle est vachement intéressante. En fait, elle est presque plus intéressante que la forme de votre fonction de transfert. Donc ça, c'est une étude qu'on a en cours où on étudie des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral, un AVC, du côté du cerveau qui a plutôt tendance à traiter la prosodie, qui est le bonjour ou le vraiment interrogatif, plus exactement. Donc le vraiment interrogatif en orange, vous l'avez là tout à l'heure, vraiment. Nos patients, ils ont une forme qui, somme toute, est un petit peu la même chose. On voit bien que ça monte un petit peu à la fin. Par contre, là où ils sont très différents des contrôles, c'est le bruit. C'est-à-dire qu'on a des patients qui ont énormément de bruit sur leurs réponses, ce qui veut dire que vous leur présentez 2 fois la même chose, ils vont vous répondre des trucs complètement différents, alors que leur fonction de transfert est à peu près potable. Et ça, c'est vachement intéressant quand on regarde tous nos patients. Si je trace là le bruit interne des patients et la représentation, la fonction de transfert, en orange, on a tous nos contrôles qui sont les gens qui n'ont pas fait d'AVC. En bleu, on a tous nos patients. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de profils différents. Donc on a des patients qui, somme toute, n'ont pas vraiment de problème sur cette tâche-là. Ils ont très peu d'internal noise, comme on dit, ils ont très peu de bruit, et ils ont une représentation, les notes vers le haut, c'est une bonne représentation. Vous voyez la représentation du bonjour de cette personne-là, le patient 15, ça monte bien, c'est pas le bonjour, c'est le vraiment interrogatif, excusez-moi. C'est vraiment, voilà, on voit que ça suit quasiment exactement la courbe des contrôles, et ça, c'est ses réponses au cours de l'expérience qui sont relativement aléatoire, c'est-à-dire qu'une fois il a trouvé que c'était le premier son, une fois c'était le deuxième, une fois le premier, finalement ça paraît assez logique, et il répond de façon très constante, c'est-à-dire que vous lui donnez 2 fois le même son, il va vous répondre 2 fois la même chose. À l'autre bout du spectre, on a des gens qui ont une bonne représentation, la représentation elle est pas mal, ça monte à la fin, c'est un peu pareil, hein. Si vous faites écouter ça, ça fait vraiment, bon, pourquoi pas, c'est une question. Par contre, on voit que cette personne-là, elle a des gros problèmes pour répondre de façon consistante. En particulier, vous voyez le gros trait au milieu, ça veut dire que pendant 10 minutes, cette personne a répondu le deuxième son. Elle a complètement bloqué, on appelle ce qu'en neurologie, ce qu'on fait des persévérations.
C'est peut-être il y a plein de, en particulier après un AVC, c'est un vrai problème qu'on arrive à rééduquer. Donc la personne fait premier son, deuxième son, premier son, deuxième son, premier son, deuxième son, deuxième son, deuxième son, deuxième son, on l'a perdu pendant 10 minutes. Et après, elle recommence. Mais donc c'est des problèmes qui sont finalement pas du tout des problèmes de représentation de la prosodie dans le cerveau, mais qui sont plutôt des problèmes attentionnels ou de prise de décision, où finalement la personne entend ce qu'il faut, mais elle n'arrive pas à répondre ce qu'il faut, alors qu'une partie de son cerveau sait finalement, parce que la représentation interne est bonne. Donc on a des patients comme ça. À l'inverse, on a des patients très très bizarres. Lui, il est super content de ce qu'il répond, il répond toujours la même chose, mais il répond exactement l'inverse de ce qu'il faut. C'est-à-dire que pour lui, une question, ça descend à la fin. Et mordicus, dur comme fer, zéro bruit interne, complètement constant par rapport à ça, mais sa représentation interne est complètement à l'envers. Donc là, on se dit, il est possible que l'AVC ait un peu plutôt perturbé la représentation sensorielle. Peut-être que les gens ne reconnaissent plus que la hauteur monte à la fin, mais croient qu'elle baisse, etc. Par contre, ils n'ont pas du tout les problèmes d'attention qu'on avait là-bas. Puis évidemment, on a des patients plus graves où là, on a les deux. C'est-à-dire que la représentation mentale n'est pas bonne, et en plus, les gens persévèrent, ont plein de problèmes pour appliquer cette représentation. Tout ça pour vous dire qu'en fait, encore une fois, ce modèle est faux, mais nous, on le trouve vraiment utile parce qu'on arrive à séparer des profils de patients, par exemple. On ne savait pas du tout rentrer dans leur tête de cette façon-là avant d'essayer ces choses-là. Allez, je regarde, je parle, je suis vraiment bavard, il est déjà 9 heures. Je vais faire un mini pas de côté. En résumé, j'ai un modèle fonction de transfert inspiré de l'ingénierie qui est complètement simpliste, on est d'accord, c'est pas comme ça que ça marche un cerveau humain. Mais si on s'en sert, finalement, on se rend compte que ça explique quand même pas mal de choses. On arrive à trouver des trucs marrants sur comment est-ce qu'il faut chanter joyeux anniversaire, comment il faut dire bonjour de façon dominante, etc. On ne le savait pas avant, donc ça a quand même une certaine utilité. Et d'autre part, même quand il est faux, la façon dont il est faux nous apprend plein de trucs. Il nous enseigne des choses en fait sur nos différences culturelles, individuelles, neurologiques, toutes les façons qu'a un AVC de nous affecter, par exemple. En regardant ce modèle et à quel point il fit, comme on dit, c'est-à-dire à quel point il est d'accord avec le comportement, à quel point il arrive à expliquer le comportement, ou à quel point, au contraire, il faut rajouter des variables dedans pour expliquer. Alors, pourquoi quel est le lien avec l'intelligence artificielle dans tout ça? C'est qu'en fait, le projet de comprendre en quoi l'humain diffère de ce modèle très simple, je le trouve intéressant parce qu'en fait, ce qui vient, la société qui vient avec l'intelligence artificielle, a un modèle d'humain qui est un peu une machine, comme ça, qui est un peu un modèle un peu simpliste, et d'essayer de se demander en quoi nos différences individuelles diffèrent de cet humain un peu artificiel qu'on essaye de nous vendre. Finalement, c'est un projet qui fait réfléchir un peu sur les algorithmes également, pas que sur notre cerveau, mais également sur des cerveaux artificiels. C'est une évidence tout ce que je vais dire, mais on est en passe d'être entouré d'algorithmes d'IA qui finalement simulent ou automatisent un peu tous ces comportements-là. Aujourd'hui, on sait détecter les émotions sur un visage, soi-disant, on sait détecter dans une voix si la personne est un client potentiel, etc. On sait faire de la reconnaissance faciale, on sait si vous êtes allé en manif, parce qu'on reconnaît votre visage. On sait reconnaître vos intentions potentiellement. En tout cas, ces algorithmes essayent de promettre ça. Il y a des détecteurs de sécurité dans les aéroports, par exemple, qui essayent de détecter si une personne est potentiellement dangereuse ou pas. Bon, on a quand même des prétentions assez énormes avec ce type d'algorithme. Et tout le discours qui est fait autour de ça est autour de la précision. C'est-à-dire que ça marche à 98% sur notre base de données, etc. On est tout le temps en pourcentage. On ne sait jamais vraiment comment ces algorithmes marchent. Et le comment ces algorithmes marchent, il est souvent crucial, parce que je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là, mais si le truc est précis à 98%, mais en prenant de mauvaises mesures, il va finalement renforcer des choses qu'on n'a pas envie de renforcer dans notre société. Ça, c'est un papier, franchement, toutes ces références, je vous encourage à les regarder si vous avez le temps d'aller voir ça, que vous lisez en anglais, etc., mais c'est vraiment intéressant. Un algorithme d'intelligence artificielle qui est utilisé aux États-Unis pour prioriser les traitements des malades, pour essayer de détecter les malades qui vont être les plus coûteux, finalement, pour le système, au sens les plus graves, quoi. C'est-à-dire les gens à qui il faut traiter d'urgence. C'est un algorithme qui est censé être bénéfique, hein. C'est-à-dire qu'on veut détecter les cas graves pour ne pas les rater, pour vraiment mieux soigner les gens. Les cas moins graves, on les oriente vers quelque chose d'autre, et on prend en urgence les cas vraiment graves. Algorithme qui, d'après les concepteurs, en fait, est excellent, parce qu'en fait, la façon dont ils s'en servent, c'est qu'ils ont réussi à prédire les dépenses. Ils ont un dataset de toutes les dépenses de santé sur 20 ans. Ils arrivent à prédire très bien, à partir de votre pouls, de vos conditions, de vos niveaux de cholestérol, etc., le coût médical que vous allez avoir, ce qui est en fait un bon indicateur pour la gravité de vos symptômes, en fait, dans le système. Et ce système-là, donc c'est vraiment volonté vertueuse, hein, complètement, de détecter très honnêtement
si vous avez une condition médicale qui va nécessiter beaucoup d'interventions médicales et de façon coûteuse. Ça paraît fitter vraiment très bien, c'est-à-dire qu'en orange, c'est la prédiction de l'algorithme, en violet, c'est les véritables coûts des gens. Ça marche vraiment très bien. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, en fait, quand on sépare les prédictions sur les populations blanches et noires aux États-Unis, c'est qu'en fait, l'algorithme sous-estime systématiquement la gravité des patients noirs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la société, les patients noirs, aux États-Unis en tout cas, reçoivent moins de frais médicaux. Et donc, en fait, le système a cru qu'ils étaient moins malades. Ce n'est pas qu'ils sont moins malades, c'est qu'ils sont moins bien soignés. Et donc, ce système prédit extrêmement bien les coûts médicaux, a une visée vertueuse pour dire on va vraiment bien vous prédire et vous prendre en charge, sauf qu'en fait, on reproduit des inégalités sociales parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, en prédisant le coût, finalement, on va sous-estimer la gravité de l'état des populations de minorités qui sont mal soignées, pour lesquelles la société investit peu d'argent. Papier dans Science qui a disséqué ce truc-là. Cet algorithme a été retiré alors qu'il était déployé sur 80 000 hôpitaux, etc. Mais vous voyez que le comment ça marche. Là, si on voit ça, on a 99% de précision, c'est super, il faut le faire. Si on regarde comment il fait ça, on se dit « ouch !» En fait, non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc le comment, il est vraiment important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est un système complexe, exactement comme mon balai en équilibre sur ma main, la rétine de poisson-chat ou mon cerveau, c'est un système complexe sur lequel on peut faire de l'identification de système de la même façon. On peut mettre des trucs aléatoires en entrée, regarder la sortie à ces trucs-là, et essayer de comprendre quelle est la fonction de transfert. Donc ces fonctions d'ingénierie-là, on peut tout à fait les appliquer à des algorithmes d'IA. Par exemple, un algorithme d'identification de visage, qui est capable de donner votre identité quand vous allez en manif, on peut lui mettre des visages aléatoires, et regarder, grâce aux méthodes que je vous ai données, sur quoi il se base sur votre visage pour prendre cette décision. Quand on fait ça, on trouve souvent beaucoup d'erreurs assez marrantes. Par exemple, ça c'est un algorithme qui a été entraîné pour détecter les chevaux. Quand on fait la fonction de transfert de ce truc-là, on se rend compte, la grosse tache rouge, c'est en bas à gauche, à droite, pardon. En fait, dans la moitié des images, il y avait marqué « ceci est un cheval » écrit en bas. Donc l'algorithme, lui, il prend le premier raccourci. Plutôt que s'embêter à essayer de comprendre ce que c'est qu'un cheval, il suffit de regarder s'il y a une étiquette marquée en bas à droite. Si oui, c'est un cheval. Le truc marche à 99%. Ça, c'est une erreur un peu idiote. Le corpus d'apprentissage était mal conçu. Ça, c'est un peu plus subtil. C'est les algorithmes qui détectent des pneumonies sur des radios. De plus en plus d'hôpitaux font un premier screening, on vous passe le truc. S'il n'y a pas un radiologue, on passe dans l'ordinateur, et le truc donne une idée. Là, on voit que en fait, l'algorithme, pour détecter si vous avez une pneumonie, s'intéresse uniquement au coin de l'image. Pourquoi ? C'est qu'en fait, en haut à droite, vous voyez sur ces deux exemples-là, dans l'hôpital où ça a été testé, les radiologues mettaient un petit badge métallique. En fait, le service de pneumonie, c'est-à-dire le service où on pensait que vous avez une forte suspicion de pneumonie, il vous tag. Et donc, vous passez en radio. L'algorithme qui essaye de détecter ça, qu'est-ce qu'il fait ? S'il y a un badge en métal qui dit que vous avez une suspicion de pneumonie, il dit que vous avez une pneumonie, il ne va pas chercher plus loin le truc. Si vous n'avez pas le badge, il n'y a pas de pneumonie. C'est un peu quand homme blanc coupe du bois, hiver rigaud, quoi. Enfin, c'est exactement le même genre de truc. Cet algorithme est obligé de faire ça. Il va chercher des raccourcis au plus vite. Donc ça, c'est un peu marrant. On arrive à débugger des choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont quand même plus inquiétantes. C'est-à-dire que très souvent, pour éviter ces erreurs-là, on va rajouter plein d'images d'apprentissage. On ne va pas faire qu'un seul hôpital où ils font ça, on va faire tous les hôpitaux du pays. Et en fait, quand on fait ça, mais quand on veut 40 millions d'images aujourd'hui sur Internet, on a 14 milliards, je ne sais plus, 14 millions, c'est la taille de ImageNet, là, qui est un des corpus. 14 millions d'images quand même qui sont nourries, qui sont données à manger à ces algorithmes. 14 millions d'images sur Internet, il y a 13,5 millions d'images qui viennent de populations riches, éduquées, qui mettent des images sur Internet. Enfin, la proportion, la diversité culturelle de ces images, on imagine bien qu'elle n'est pas folle. Et donc, quand on apprend à des algorithmes sur ce genre de trucs, ils vont reproduire finalement exactement la diversité sociale et culturelle qu'il y a dans ces datasets, qui n'est pas forcément dingue. Donc, par exemple, je vais aller très vite, il faut que je termine, mais on a montré aujourd'hui que les reconnaisseurs de visages automatiques, ils font 20% d'erreurs sur les femmes et sur les minorités ethniques. En fait, ça marche à reconnaître les visages d'hommes blancs. Et littéralement, hein. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais en particulier quand les images sont dégradées, en fait, vous voyez par exemple l'identité de cette personne. Au début, l'algorithme se base sur le milieu du visage, ce qui est plutôt une bonne idée à regarder pour reconnaître quelqu'un. Quand on commence à mettre du bruit, l'algorithme ne regarde plus que la partie supérieure droite de la tête. Pour une femme. Alors que pour l'homme, finalement, ça reste relativement constant. L'algorithme a un bon comportement sur les photos d'hommes. Pourquoi ? Parce que le dataset sur lequel il a été construit a que des photos d'hommes blancs, en fait. Bon, c'est quand même compliqué de se dire qu'on a des algos qui ne vont pas traiter toute la population de la même façon. Et je vais finir là-dessus.
Un algorithme, par exemple, qui prédit si vous êtes joyeux ou pas, ou ce qui est en fait la même façon en informatique, qui va synthétiser des images de joie. On parlait des émotions, du sourire amical. Là encore, on peut très bien les tester, c'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la fonction de transfert, quel est le sourire prototypique que cet algorithme crée. Donc aujourd'hui, je vous rappelais sur des participants humains, 26 personnes, 26 sourires différents. Aujourd'hui, on a des algorithmes d'IA qui sont incroyables. Alors ça, c'est une fausse image. C'est Midjourney 5, là, c'est sorti il y a 15 jours, photoréaliste. Soit dit en passant, dans 6 mois, vos films, c'est ça. Il n'y a plus rien. Sur Netflix, il n'y a plus un acteur humain. C'est incroyable, ce truc-là. Ces gens-là n'existent pas. Générés uniquement par IA. On a demandé, et d'ailleurs, cette Midjourney-là fait des... Il y a un mode où on peut demander de faire des selfies. Donc c'est assez drôle, tout Internet s'est emparé de ça, faire des selfies d'Indiens. Des Indiens qui font, une tribu d'Indiens qui font un selfie comme ça, en rigolant. L'algorithme qui crée ça, les sourires qu'il met là, bon, ils ont l'air très bien, c'est très amicaux, ces sourires. Bon, on se dit, vraiment, c'est vraiment très fort, cet algo. On fait ça avec des Indiens, ok. Tiens, fais-moi des sourires de samouraïs japonais du XIVe siècle. Fais-moi un selfie de soldats dans les tranchées, j'en sais rien, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Fais-moi un selfie de guerriers égyptiens. Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Tout le monde sourit de la même façon. Quelle que soit l'ethnie, quelle que soit l'époque, quel que soit ça, Midjourney, un sourire, c'est ça. Le sourire Colgate, typique de la base de données qu'il a appris. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des algorithmes qui vont produire notre contenu culturel. Là encore, c'est des images. Alors, il n'y a pas marqué que c'est généré par IA, mais je veux dire, si on vous avait dit c'est incroyable, on a recolorisé une photo noir et blanc dans les tranchées, vous auriez cru, parce que très franchement, c'est très réaliste. Sauf qu'on ne sait pas du tout si les gens, alors d'une part, ils souriaient probablement pas dans les tranchées à ce moment-là, mais est-ce que le sourire en Égypte, il y a 20 siècles, chez les natifs américains, dans une ethnie, etc., en fait, là, on a gommé toutes les différences culturelles d'un coup. Là, c'est des images, mais la prochaine fois que vous êtes en visio sur Zoom, on a des filtres maintenant. Vous pouvez enlever le main. Probablement, vous aurez des filtres de sourire aussi. Donc, on va potentiellement tous sourire avec le même sourire, en fait. Encore une fois, même sur des Français étudiants en L1, etc., 26 sourires différents. Si je commence à aller chercher des Japonais, des Africains, etc., on va avoir des façons d'exprimer nos émotions de façon différente. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, gomme tout ça, potentiellement. Bon, allez, j'arrête là, parce que j'ai très largement, ça fait 21h14, vous êtes avec moi depuis 1h15, et vraiment, je passe un bon moment, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. En conclusion, je reviens, on a cette métaphore de boîte noire. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles, celui-là, il est faux. Je ne prétends pas du tout que le cerveau fait ça, mais on voit que si on applique ça, on trouve des trucs assez utiles. En particulier, cette technique permet de mettre en évidence... J'ai marqué la différence exquise des humains entre eux, parce que c'est vrai, 26 personnes, 26 sourires, je veux dire, c'est quand même beau, ce truc-là. Comment notre cerveau est plastique au contexte culturel, si vous êtes musicien ou pas, on se rend compte avec cette méthode que vous allez accentuer une note dans la mélodie ou pas. L'expérience vraiment de vos perspectives individuelles, voire même votre diversité neurologique. Certaines personnes entendent les questions différemment d'autres, et on arrive à le voir avec cette méthode. Et à l'inverse, la même méthode permet de mettre en évidence qu'en fait, le déploiement déraisonné, je ne suis pas contre l'IA, je ne suis pas pour ou contre, c'est juste prendre conscience qu'en fait, si on applique ça de façon déraisonnée dans la société, on risque d'amputer complètement cette diversité. Et encore une fois, souvenez-vous de ces sourires-là. Je ne sais pas si j'ai envie d'imaginer des Indiens qui sourient avec le même sourire que l'intégralité de ce que je vois passer sur Facebook ou Twitter. Voilà où j'en suis. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Et je suis ravi de prendre des questions si vous en avez. On a un peu de temps pour des questions. Si... Je pourrais dire que l'intuition que j'ai eue, je ne peux pas dire que ça ressemble à, mais ça ressemble à la relation figure-fond de la Gestalt dans les démonstrations que vous faites. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il y a une approche comparable. Oui, c'est sans doute dans l'idée de modélisation, en fait, ce que j'appelle un peu. C'est-à-dire qu'on a un phénomène qu'on veut étudier, et pour l'étudier, on le déplace dans la 4e dimension, un petit peu d'un modèle mathématique où on peut faire des raisonnements dessus, mais il faut toujours effectivement s'interroger sur le lien entre les deux, quoi. Autre question, oui.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que si j'ai bien compris, d'après les deux graphiques pour la confiance et puis Ouais. la Oui. Faut que je remette ça. C'est quand même le. cavalaire inversée, est-ce Oui. que ça veut dire Ah oui, tout à fait, oui. qu'on ne peut pas paraître Désolé. à la fois dominant et personne de confiance en même temps? C'est une très bonne remarque. On s'est posé cette question-là. Effectivement, en tout cas sur la hauteur de la voix, ça semble un peu contradictoire. C'est-à-dire que si vous faites par exemple très digne de confiance, vous parlez comme ça, vous n'allez pas pouvoir en même temps avoir un pitch bas, par exemple, donc vous allez blesser un petit peu l'impression de dominance que vous avez. Théoriquement, ces deux dimensions sont indépendantes. Hein. On peut être, comme je le disais, digne de confiance et dominant, ou l'inverse. Ce qu'on pense, c'est qu'en fait, la hauteur, en fait, dans la voix, il y a plusieurs paramètres. Il y a la hauteur, mais aussi l'intensité, il y a aussi un tas de choses. Donc il est possible que si on veuille faire les deux à la fois, on va exprimer un selon la hauteur de la voix comme ça, et puis l'autre peut-être avec un autre paramètre. Donc par exemple, si je veux faire le dominant digne de confiance, je vais peut-être dire bonjour, mais je vais dire bonjour avec un sourire, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais je pourrais manipuler mon visage pour envoyer aussi des indices de digne de confiance en même temps. C'est une très bonne question, effectivement. Si on n'avait que la possibilité de bouger la hauteur de la voix, ça semble dire que c'est impossible de faire les deux à la fois. Tout à fait. Et sinon, est-ce qu'il ne paraît pas un peu dangereux par rapport à l'enseignement des IA qui se base par rapport à nos connaissances, à nous, qui ne sont pas spécialement complètes, Ouais. Qu'au final, qu'elles reproduisent des erreurs, ou alors que les neurosciences, finalement, servent surtout contre nous, dans le sens où, pour ceux qui veulent profiter de manipuler les gens, je parle Oui. aussi bien des gourous que des grands groupes qui essaient de faire des publicités très stimulantes. Alors, il y a deux choses là-dedans. C'est, à mon avis, un bon message à garder en tête qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle apprend de corpus de données qu'on lui donne et qui, par exemple, quand on veut prédire des variables sociales, hein, est-ce qu'il vaut mieux donner un crédit bancaire à cette personne ou à une autre? Est-ce qu'il faut mieux favoriser la scolarité de cet enfant à un autre? Est-ce qu'il faut mieux hospitaliser cette personne ou à une autre? On apprend de données d'anciennes personnes qui ont été hospitalisées ou pas, à qui on a donné des crédits ou pas. Et donc l'IA ne fait que se nourrir des éventuelles inégalités qu'on a dans notre société. Finalement, sans théoriser le truc ou sans être partisan, c'est par définition réactionnaire finalement. C'est-à-dire qu'on ne fait que reproduire la situation de la société que l'IA a appris. Si statistiquement c'est vrai qu'une personne est moins hospitalisée qu'une autre, les personnes qui vont être pareilles à l'avenir vont souffrir des mêmes biais. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et on peut essayer d'essayer de corriger ça techniquement en disant on va débiaiser les datasets, on va essayer de mettre plus de photos de trucs, En réalité, tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi est-ce qu'on passe beaucoup de temps à faire ça plutôt qu'essayer de guérir les problèmes sociaux au départ. En fait, si on guérissait la société, du coup, il n'y aurait plus de problème. En fait, la vraie bonne solution, c'est pas tant de chercher la solution technologique que d'essayer de sauver d'arrêter ces inégalités au départ. Enfin, de penser en tout cas à travailler là-dessus. Ça, c'est un peu la première partie. Effectivement, vous parliez de connaissances. Là, on a des sociétés imparfaites. Si on est optimiste, on se dit qu'on les améliore au fur et à mesure. Mais en tout cas, l'IA se nourrit du passé et donc va nous ramener plutôt vers les imperfections du passé que vers des améliorations du futur, si on n'y prend pas garde. Encore une fois, je ne suis pas partisan là-dessus. En plus, ça ne m'appartient absolument pas parce que je suis personne par rapport à ça. Sur les applications dévoyées potentiellement de tout ça en neurosciences ou dans n'importe quelle autre science, en réalité, c'est vrai, c'est une question éthique très importante. D'ailleurs, même en IA, il y a une partie de la communauté scientifique qui a dit qu'il faut arrêter de travailler sur l'IA il y a quelques jours. Là. Enfin, c'est un peu le même genre de question. Mon approche pour ça, elle est personnelle et pas peut-être un peu hypocrite, mais c'est de communiquer en fait. C'est-à-dire que tous ces résultats-là, on les a mis dans des articles, on les a publiés, on a écrit des choses dans la presse. Les logiciels qui font ça, ils sont ouverts. On peut aller débugger ça, on peut aller vérifier.
j'ai quand même une position un peu positiviste, disons, de dire qu'il vaut mieux savoir à quelle sauce on va être mangé que plutôt que le pas savoir. Si ça se trouve, ça fait 20 ans que l'armée utilise ça, ou je dis n'importe quoi, on peut être conspirationniste ou tout ça. Autant le savoir, en fait. C'est-à-dire que la prochaine fois que quelqu'un vient vous dire bonjour et vous dit bonjour, moi maintenant, c'est grillé, je n'entends plus que ça. Pour la petite histoire, cet article, on a fait vraiment pas mal de presse avec, on est même passé à la télé, je suis allé à BFM en visio là-dessus, c'était plein Covid et tout, et la personne, c'était vraiment dingue, je sais plus, je n'ai pas la télé à la maison, je ne sais pas le nom du présentateur et tout ça, mais la personne s'adresse à, donc c'était un homme blanc, cinquantaine, en costard, voilà, qui présente. Il y avait une petite chroniqueuse femme toute mignonne à côté, la personne lui dit bonjour en disant bonjour, comme ça. Elle parlait de l'article, en disant donc bonjour machine, vous avez parlé de science, machin. Oui, oui, je vous présente Jean-Julien Couturier. Et là, le mec me fait Jean-Julien Couturier, bonjour. Et en une phrase, il m'avait refait les deux trucs. J'étais en train de dire, j'ai rien à faire en fait. Vous l'avez dominé complètement. Moi, vous êtes sympa avec moi, vous me faites le truc. C'est QFD quoi en fait. Donc c'est vrai que j'entends plus que ça tout le temps. Et je me dis, il vaut mieux le savoir que de ne pas le savoir, parce qu'en fait, ça a un effet sur nous. Mais vous avez raison, hein, le contact après BFM qu'on a eu, c'est des call centers qui sont venus nous dire en disant mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça sur nos vendeurs d'Orange pour vendre plus de... Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait voilà, c'est une question aussi... et si ce n'est pas moi qui le fais, est-ce que quelqu'un d'autre va le faire? Enfin, ouais, ces questions, elles sont un peu quotidiennes, mais je pense que tous les domaines de la science ont ça. Mais vous avez raison de poser cette question, et on a vraiment raison de le questionner. Il ne faut pas nous laisser faire n'importe quoi. Et puis on a besoin du retour de la société sur ce qu'on fait aussi, clairement, à tout moment. Enfin, c'est délicat, en fait. C'est vrai que c'est délicat. Pour une personne toute seule de décider ce qui est bien ou pas bien de faire, c'est vraiment pas facile. C'est d'une profondeur philosophique aberrante, ce que j'aime dire. J'espère qu'il y a... Personne m'en tiendra à rigueur. Ouais. Alors moi, j'ai un peu l'impression que le terme intelligence artificielle, il est un peu abusé là-dedans. Ce que j'en retiens, c'est ce qu'on appelle intelligence artificielle. C'est comme l'informatique, c'est un traitement hyper rapide de données qui sont emmagasinées. Et là où je la vois plutôt, l'intelligence, c'est dans la façon qu'on a de s'en servir. Et de présenter ça comme un outil intelligent, alors que c'est les gens qui s'en servent et qui ont une idée derrière la tête pour vendre ou manipuler. C'est même presque pire que ça, parce qu'en fait, toutes ces données qu'on apprend, il y a des vrais gens qui les annotent. Les 14 millions d'images, là, il y a des gens qui les annotent. Et ça, typiquement, c'est des femmes d'âge moyen kenyanes, quoi. Littéralement, hein. Et c'est des gens qui sont payés, sous-payés, etc. Et de tout temps, pour que la machine paraisse intelligente, il faut cacher le vrai travail humain qu'il y a derrière. Parce que sinon, la machine, si on explique que oui, on a réussi à faire ça, mais il y a 10 000 personnes sous-payées qui ont travaillé pendant 3 ans pour annoter les images, d'un coup, ça devient beaucoup moins impressionnant comme performance informatique. Et oui, il y a vraiment il y a un peu une idéologie, je suis d'accord, et que l'intelligence humaine reste... enfin, c'est pas un truc en apesanteur, sans société et sans être humain autour. C'est vrai qu'aujourd'hui, le terme intelligence artificielle, je suis d'accord, il est un peu employé à toutes les sauces. En réalité, c'est de l'apprentissage machine, c'est de l'optimisation mathématique que les machines font sur des données. Encore une fois, on se demande d'où viennent les données, qu'est-ce qu'elles reproduisent, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour nous, et puis comment on s'en sert derrière, tout à fait. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, on a trouvé des trucs mathématiques depuis une dizaine d'années en intelligence artificielle qui font qu'on est vraiment capable de simuler des tâches. Encore une fois, vous avez vu la synthèse d'images photoréalistes. Je veux dire, il y a 10 ans, c'était Shrek, quoi. Enfin, on est passé de Shrek à ça, quoi. 10 ans, non, 20, 30, mais je veux dire, le progrès est quand même assez bluffant. Et à un moment, on se dit, si ce truc-là ressemble à la réalité, c'est que c'est la réalité, quoi. Mais ouais, c'est pas le cas. Je sais pas, je suis parti un peu comme ça. Ouais. Ça répond pas. C'est un commentaire plus qu'une réponse. Mais alors, va-t-on détecter le mensonge? Va-t-on détecter le mensonge? Alors ça, je sais pas faire.
Ce que ces résultats disent, c'est comment est-ce qu'il faut parler à quelqu'un pour lui mentir. C'est peut-être pire, en fait. Détecter le mensonge, en réalité, c'est un peu presque un meilleur expert que moi là-dessus, mais c'est des... académiquement, je veux dire. C'est compliqué, en fait. En réalité, on n'a pas l'information. Je ne peux pas savoir si vous mentez. Je n'ai pas accès à ce qu'il y a dans votre tête. Donc, je suis obligé de me servir d'indices sur votre visage, dans votre voix. Et donc, si vous êtes un excellent menteur, vous allez cacher ces indices. Et je ne peux pas le faire. En réalité, je pense que les derniers... On fait ce qu'on appelle des méta-études. C'est-à-dire qu'il y a plein d'articles sur le sujet. Et il y a des articles qui relisent tous les articles et qui essayent de voir qu'est-ce que ça conclut collectivement. Et en réalité, les méta-études montrent qu'on n'est pas tellement meilleur qu'au hasard pour faire ça. Parce que, voilà, fondamentalement, c'est un problème impossible. Je ne sais pas si vous mentez. Vous me dites, je m'appelle Jean-Pierre, je vous crois ou pas, j'en sais rien. Je n'ai aucun élément pour vous répondre. Alors, ce qui est intéressant, oui, c'est ça. Là, on arrive à savoir comment est-ce qu'il faut parler aux autres pour que la personne pense que vous êtes honnête. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il suffit, la formule est simple dans notre travail, ce qui veut dire qu'elle est probablement simpliste et fausse, mais ce que ça montre là, c'est que si vous donnez l'impression d'être sûr de ce que vous dites, alors vos interlocuteurs vont se servir de ça comme un indice d'honnêteté, parce qu'en fait, on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est vrai que si je vous demande votre prénom et vous me le dites comme ça, je me dis, c'est sorti très facilement, visiblement, c'est une information qui est très accessible dans votre cerveau, ça doit être la vérité. Si vous me dites « je m'appelle Emmanuel », là je me dis il y a eu plus de travail cognitif pour produire ce nom-là, il a l'air moins sûr de lui, c'est probablement un mensonge, mais c'est le mieux que je puisse faire. Mais par contre, effectivement, avec ça, si on parle comme ça, il y a une majorité des gens qui vont penser que c'est la vérité, donc c'est presque pire en réalité que de détecter. C'est le virus plus que l'antivirus en fait. Ok, merci beaucoup merci, Emmanuel, merci. encore une fois. Avec plaisir. À bientôt.